Le jour où mon mari est mort, j'ai laissé sa mère pleurer et j'ai attendu seul l'avocat du testament. Le jour où mon mari est mort, tout s'est arrêté. Pas seulement le tic-tac de l'horloge du salon, ni les bruits de pas dans le couloir. Non. C'est moi qui me suis arrêtée. J'ai senti un froid m'envahir, comme si l'air même refusait de bouger. Il était parti à l'hôpital la veille, pour ce que les médecins appelaient une simple observation. Moi, je savais. Il n'avait plus la même lumière dans les yeux. Quand l'appel est venu, à l'aube, je n'ai pas crié. J'ai seulement posé la main sur le drap vide à côté de moi. Il était encore tiède. À 9 heures, sa mère est arrivée. Clémence. Une femme droite, austère, toujours impeccablement coiffée, même en deuil. Je l'ai vue descendre de la voiture avec sa canne et son regard perçant, celui qui m'avait toujours jugé sans un mot. Elle a franchi la porte sans un bonjour. Où est-il? A-t-elle demandé, la voix tremblante, presque cassée. À la morgue, ai-je répondu doucement. Elle a levé les yeux vers le plafond, comme si Dieu allait descendre pour lui expliquer pourquoi c'était son fils qu'on lui avait pris. Moi, je me suis écartée. Elle voulait pleurer, prier, parler de lui, mais pas avec moi. Je n'ai pas insisté. Depuis 32 ans, j'avais appris à me taire devant elle. Dans la maison, tout sentait encore sa présence. Son manteau sur le porte-manteau, ses lunettes sur le buffet, la tasse de café qu'il n'avait pas finie. Clémence s'est assise dans son fauteuil à lui, et a commencé à sangloter, sans pudeur, sans me regarder. Ses mains, si fines, tremblaient sur le mouchoir en dentelle. Moi, je suis restée debout, à distance. J'avais envie de m'asseoir, de pleurer aussi, mais quelque chose m'en empêchait. Peut-être cette phrase qu'elle m'avait dite il y a si longtemps, au lendemain de notre mariage, « Tu ne seras jamais assez bien pour lui ». Elle me l'avait dit sans haine apparente, comme une vérité simple. Et depuis, elle n'avait jamais changé d'avis. Les enfants sont arrivés plus tard dans la matinée, Lucie et Marc. Le visage fermé, chacun dans son rôle. Lucie, la fille douce mais distante, et Marc, mon fils aîné, plus proche de sa grand-mère que de moi. C'est elle qui l'avait élevé les 2 premières années, pendant que je travaillais pour payer la maison. Ils se sont précipités vers Clémence, l'ont entourée, consolée. Moi, j'étais là, comme une invitée de dernière minute. « Maman, tu veux t'asseoir » m'a demandé Lucie d'un ton automatique. « Non, ça va. » Je ne leur en voulais pas. Le deuil fait ressortir les automatismes, pas l'amour. Mais quand Clémence a levé la tête vers eux et a dit d'une voix presque théâtrale, il voulait que je sois là pour tout arranger. Il m'a fait promettre de veiller sur vous. J'ai senti une brûlure me traverser. Veiller sur vous? Sur eux. Comme si j'étais déjà exclue du cercle. Je savais que la lecture du testament aurait lieu ce soir-là. L'avocat m'avait appelé dès le matin. Madame Duhamel, selon la volonté de votre mari, la réunion aura lieu chez vous, à 18 heures. J'avais simplement répondu, très bien. Je ne l'avais dit à personne. Pas à Clémence, pas aux enfants. Je voulais ce moment seul, avant la tempête. La journée a passé lentement. Des allées et venues, des condoléances, des voisins qui déposaient des fleurs et des gâteaux qu'aucun de nous ne toucherait. Je me suis réfugiée dans la cuisine, la pièce où je pouvais respirer. La bouilloire sifflait, la vapeur montait, et j'entendais leurs voix étouffées dans le salon. Il aurait dû partir avant, tu sais, disait Clémence. Elle l'a épuisé avec ses projets, ses dettes, ses folies. Je me suis figée. J'ai serré la tasse si fort que la porcelaine a craqué. Quand 18 heures ont sonné, la lumière du soir filtrait à travers les rideaux beiges. Tout était calme. Le salon sentait le jasmin fané. Clémence trônait sur le canapé, entourée de mes enfants, comme la matriarche d'un clan auquel je n'avais jamais vraiment appartenu. Puis on a frappé à la porte. C'était lui, maître Giraud. L'avocat de la famille depuis 30 ans. Petit homme sec, costume gris, mallette en cuir. Il m'a regardé avec une gravité que je n'oublierai jamais. Madame Duhamel, je vous présente mes condoléances. Votre mari était un homme juste. Il a posé sa mallette sur la table et s'est assis. Tout le monde l'a imité, sauf moi. Je suis restée debout, appuyée contre le dossier d'une chaise, les mains jointes. Si vous voulez bien, commença-t-il, nous allons lire le testament de monsieur Duhamel. Le silence était épais. Même le tic-tac semblait s'être arrêté. Il a sorti une enveloppe cachetée, l'a ouverte soigneusement, puis a commencé à lire d'une voix posée, méthodique. Moi, Philippe Duhamel, saint d'esprit et en pleine conscience de mes décisions. J'ai fermé les yeux. Sa voix résonnait dans ma tête. Il parlait d'amour, de souvenirs, de gratitude. De ses enfants, de sa mère, de notre vie ensemble. Puis vinrent les mots que j'attendais, ceux qui changeraient tout. Je laisse à ma mère, Clémence Duhamel, l'usage de la maison familiale de Saint-Rémy, pour le reste de sa vie. Je n'ai pas bronché. C'était prévisible. À ma fille, Lucie, ma collection de livres anciens.
À mon fils, Marc, mon entreprise et mes parts dans la société. Toujours rien pour moi. Mon cœur battait fort, mais je gardais le visage impassible. Et puis, enfin, à mon épouse, Jeanne, celle qui a porté ma vie plus loin que je ne l'aurais imaginé, je laisse ce que j'ai de plus précieux. Je me suis redressée. Clémence aussi. Les enfants se sont tournés vers lui, perplexes. Maître Giraud a marqué une pause, puis a lu la dernière phrase. Elle seule sait de quoi il s'agit. Un silence. Puis les regards. Qu'est-ce que cela veut dire? Lança Clémence, les yeux écarquillés. Je n'ai rien répondu. J'ai seulement pris une enveloppe que j'avais gardée dans le tiroir du buffet. Elle portait mon nom, écrit de sa main. Et c'est là, devant eux tous, que j'ai compris que cette soirée ne serait pas un adieu, mais un début. Je me souviens de leur visage, figés, incrédules. Clémence, la main crispée sur son sac noir, respirait fort. Lucie observait la scène sans oser parler, et Marc, lui, fixait l'enveloppe comme s'il allait la brûler d'un simple regard. J'ai posé doucement la main sur la lettre. L'encre avait pâli un peu, comme s'il l'avait écrite dans la hâte. Elle seule sait de quoi il s'agit. Oui, je savais. Ou du moins, je croyais savoir. Maître Giraud m'a adressé un signe discret. Madame, souhaitez-vous? Non. Pas maintenant, ai-je dit. Clémence a bondi presque aussitôt. C'est ridicule. Philippe n'aurait jamais écrit une chose pareille sans m'en parler. C'est toi qui l'as influencé, Jeanne. Depuis toujours tu l'as manipulé avec tes airs de sainte. Je n'ai rien répondu. J'avais appris à ne pas réagir à ses coups. Ils perdaient de leur force quand on les laissait tomber dans le vide. Lucie a tenté d'intervenir. Mamie, s'il te plaît, non. C'est elle écriée. Ton père était un homme raisonnable. Il savait que cette maison, cette entreprise, cette famille, c'est moi qui les ai construites avec lui. Pas elle. Pas elle. Comme un coup près. Je me suis assise enfin, les genoux tremblants. L'avocat a refermé ses papiers, embarrassé. Il n'était pas là pour arbitrer une guerre de femmes, seulement pour lire un texte. Mais il savait que ce testament allait déclencher bien plus qu'un chagrin. Quand il est parti, la tension est restée suspendue dans l'air. Marc a brisé le silence. C'est quoi, cette histoire, maman? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je l'ai regardé longuement. Mon fils, celui que j'avais porté, nourri, consolé. Ses yeux n'avaient plus la douceur d'autrefois. Il y avait dedans une dureté nouvelle, celle qu'on acquiert à force d'écouter les mauvaises voix. C'est entre votre père et moi, ai-je répondu calmement. Entre vous? Répéta-t-il, amer. Il n'y avait plus de vous. Vous viviez à moitié séparés, tout le monde le savait. Clémence a hoché la tête avec lenteur, satisfaite. Lucie, elle, s'est levée, mal à l'aise. Je crois qu'on devrait tous se reposer un peu. Ce n'est pas le moment de, si, coupa Marc. C'est le moment de savoir. Je me suis levée à mon tour. Ma voix a tremblé, mais je n'ai pas baissé les yeux. Vous saurez. Mais pas ce soir. Ce soir, c'est encore le jour où votre père est mort. Je suis partie dans ma chambre sans attendre leur réaction. La nuit fut longue. J'entendais au loin leurs murmures, leurs pas, les sanglots de Clémence. La maison me paraissait étrangère, envahie. Je me suis assise sur le bord du lit, la lettre à la main. J'ai hésité à l'ouvrir. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'avais besoin de silence, de recul, pour affronter ce qu'il avait voulu me dire après sa mort. Je me suis souvenu du jour où il l'avait écrite, sans doute. C'était une semaine avant son hospitalisation. Il m'avait demandé de sortir pour faire quelques courses, puis, quand j'étais rentrée, il avait l'air fatigué, mais apaisé. J'ai réglé quelques affaires, avait-il murmuré. Des affaires. Oui. Mais lesquelles? Le lendemain matin, Clémence était déjà levée, vêtue de noir, prête à recevoir encore des condoléances. Elle trônait dans le salon comme une reine veuve. Les enfants prenaient le café autour d'elle. Quand je suis entrée, tout s'est figé un instant. Tu n'as pas beaucoup dormi, dit-elle sèchement. Non. Et vous? Moi, je dors en paix, quand ma conscience est tranquille. Je n'ai pas répondu. J'ai versé du café dans une tasse et me suis installée près de la fenêtre. Marc a posé sa main sur la table. Maman, il faut qu'on parle. J'écoute. Hier soir, tu as dit que tu savais. Alors dis-le. Qu'est-ce qu'il t'a laissé? Un maison? Un conte? Une lettre? Je l'ai regardé sans un mot. Clémence, elle, souriait à peine. Tu vois, Jeanne, même ton fils veut savoir la vérité. Mon fils. Cette phrase me fit mal. Il n'était plus tout à fait le mien, à cet instant. J'ai inspiré profondément. Ce que votre père m'a laissé n'a rien à voir avec l'argent. Un silence lourd est tombé. Lucie m'a observé, intriguée. Alors quoi? J'ai ouvert enfin la lettre, lentement. L'écriture était tremblée, reconnaissable entre mille. Quelques lignes seulement. Jeanne, si tu lis ceci,
c'est que je n'ai pas eu le courage de te le dire en face. J'ai fait une promesse à ma mère que je ne pouvais plus tenir. Tout ce que j'ai construit, c'est toi qui l'as sauvé, pas elle. La vérité se trouve dans le coffre de mon bureau. Code 1958. Je me suis tue. Personne ne parlait. Un coffre? Répéta Marc. Quel coffre? Celui qu'il gardait dans l'entreprise, répondis-je. Clémence s'est levée brusquement. C'est insensé. Il n'a jamais eu de coffre. Je l'ai regardé dans les yeux. Si, Bellman. Il en avait un. Vous l'ignoriez. Elle a pâli, puis a lâché d'une voix tremblante. Et tu crois que je vais te laisser fouiller là-bas? Je n'ai pas eu besoin de répondre. Lucie s'est levée d'un bond. Maman a le droit de savoir, mamie. C'est la volonté de papa. Ce fut la première fois depuis longtemps que ma fille se rangeait de mon côté. Nous sommes allées toutes les deux à l'entreprise ce matin-là. Le bureau de Philippe n'avait pas changé, les dossiers alignés, le parfum de bois ciré, le fauteuil en cuir qu'il aimait tant. Derrière l'armoire, le petit coffre noir. Lucie m'a regardée, silencieuse. J'ai tapé le code 1958. Le clic du verrou a résonné comme un battement de cœur. À l'intérieur, une enveloppe brune, épaisse. Et un dossier relié d'un ruban bleu. Sur l'enveloppe, quelques mots, à remettre à Jeanne uniquement. J'ai ouvert. Des papiers officiels. Des documents notariés. Et un acte de propriété, à mon nom. Je suis restée figée. C'était la maison de Saint-Rémy. Celle que Clémence croyait être la sienne jusqu'à sa mort. Lucie s'est approchée, la main sur la bouche. Maman, il t'a tout laissé. Je ne pouvais pas parler. Mes yeux se sont remplis de larmes. Pas de joie, non. De soulagement. De reconnaissance. Mais je savais que ce que j'allais affronter en rentrant serait pire qu'une tempête. Car si Philippe avait voulu me protéger après sa mort, il avait aussi semé la guerre dans les cœurs de ceux qui restaient. Et cette guerre venait tout juste de commencer. Quand nous sommes revenus de l'entreprise, Lucie et moi, la nuit tombait déjà. Le ciel était d'un gris épais, les réverbères jetaient leur lumière jaune sur la route humide. Dans la voiture, personne ne parlait. Le dossier était sur mes genoux, fermé, mais il semblait brûler à travers le tissu de ma jupe. Je sentais la colère venir, pas la mienne, celle de Clémence, celle de Marc. Je savais qu'il n'attendrait pas le matin pour me demander des comptes. À peine la porte franchie, j'ai compris que tout avait éclaté en mon absence. Clémence était debout, les yeux rouges, serrant un téléphone dans sa main tremblante. Marc, assis au bord du canapé, semblait prêt à bondir. « Tu étais où » lança-t-il aussitôt. « À l'entreprise, ai-je répondu. »« Avec Lucie ?»« Oui. » Il a levé les yeux vers sa sœur, furieux. « Et toi, tu n'as rien trouvé de mieux à faire que de suivre cette mascarade ?» Lucie ne s'est pas démontée. Papa a laissé des instructions. On les a suivies, Marc. Clémence a frappé sa canne sur le sol. Das Instructions? Quelle comédie. Il n'a rien pu signer sans que quelqu'un ne l'y pousse. Je suis restée debout, face à eux. Ma voix était calme, presque trop. Philippe a fait ce qu'il jugeait juste. Marquerie, on rare section. Just? Tu veux dire injuste? Tu veux qu'on croie qu'il t'a laissé la maison alors qu'il savait que mamie devait y finir ses jours? Je l'ai regardé longuement. Oui. C'est ce qu'il a voulu. Il s'est levé d'un bond, hors de lui. Non, cria-t-il. Ce n'est pas vrai. Two men's. Lucie a reculé, effrayée. Clémence, elle, restait immobile, le visage blême, les lèvres pincées. Alors j'ai ouvert le dossier. Lentement. J'ai sorti les documents, les ai posés sur la table, bien à plat, sous leurs yeux. L'acte de propriété portait la signature de Philippe, celle du notaire, et le sceau officiel. Tout était légal, incontestable. Regarde, ai-je murmuré. Lise. Markaloo. Ses mains tremblaient. Clémence, elle, n'a pas voulu approcher. Elle a détourné les yeux, la tête haute, comme si regarder la vérité l'aurait fait vieillir d'un coup. Et, il t'a tout donné, balbutia Marc. La maison, même les comptes annexes. Oui. Et il a ajouté une clause, ai-je dit doucement. Droit d'usage vitaliciaire pour Clémence, sous la garde bienveillante de Jeanne. Je l'ai laissé comprendre d'elle-même. Je ne l'expulserai pas, non. Elle pourrait y vivre jusqu'à sa mort. Mais elle devrait dépendre de moi pour chaque dépense, chaque réparation, chaque décision. La reine venait de perdre sa couronne. Elle s'est tournée vers moi, les yeux pleins d'une rage muette. Tu crois que je vais accepter ta charité? Ce n'est pas de la charité, ai-je répondu. C'est la volonté de ton fils. Elle a levé la main, comme pour me gifler, mais sa canne a glissé et elle s'est rattrapée de justesse. Lucie s'est précipitée vers elle, mais Clémence l'a repoussée d'un geste. Ne me touche pas. Vous êtes tous contre moi? Elle a titubé jusqu'au couloir et s'est enfermée dans la chambre d'amis, claquant la porte avec une force étonnante pour son âge. Marc, lui, a pris sa veste. C'est terminé, a-t-il dit.
Je ne veux plus rien avoir à faire avec tout ça. Mark attends. Mais la porte s'est refermée avant que je puisse finir ma phrase. Cette nuit-là, la maison était glaciale. J'ai veillé tard, assise dans la cuisine, la lettre de Philippe devant moi. Chaque mot résonnait comme une promesse tenue au prix de la discorde. Lucie m'a rejointe vers minuit, les yeux fatigués. « Tu vas tenir le coup, maman ?» J'ai tenu pire, tu sais. Elle a esquissé un sourire triste. Je crois que papa savait ce qu'il faisait. Il voulait que tout sorte, enfin. Je l'ai regardée, émue. Oui. La vérité. Elle a posé sa main sur la mienne. Et maintenant? J'ai soufflé, lentement. Maintenant, on laisse la colère passer. Et puis, on reconstruira. À notre manière. Mais la colère ne passe pas si vite. Le lendemain, Clémence est descendue au petit déjeuner, le visage fermé, la voix glaciale. J'ai parlé à mon notaire. Il vérifiera la validité de ces papiers. Tu es libre de le faire, ai-je répondu calmement. Elle a serré la mâchoire. Ton hypocrisie me donne la nausée. Tu veux te donner des airs de bienfaitrice, mais tu n'es qu'une voleuse. Je n'ai pas répondu. Lucie, derrière moi, serrait les poings. Mamie, s'il te plaît, arrête. Papa t'aimait. Il aimait maman aussi. C'est tout. Mais Clémence n'entendait plus rien. Ton père n'était plus lui-même. Elle lui tournait la tête depuis des années. Je me suis levée, lentement. Tu veux la vérité, Clémence? La vraie? Elle m'a défiée du regard. Dis-la donc, ta vérité. Je suis allée chercher une autre enveloppe, plus ancienne, que j'avais gardée dans mon tiroir depuis longtemps. C'est Philippe qui m'a demandé de la garder secrète jusqu'à sa mort. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, un certificat médical. Un diagnostic, daté d'1 an avant son décès. Lucie l'a lu à voix basse. Début de démence sénile, recommandation, mise sous tutelle partielle si altération cognitive confirmée. Clémence blâmé. Non, ce n'est pas possible. Si, ai-je dit doucement. ILTA, cash law verite. Il savait que ton état empirait, et il a voulu éviter que tu te fasses manipuler par d'autres. Il a voulu te protéger. Elle a vacillé. Lucie s'est avancée, mais Clémence s'est effondrée sur le fauteuil, sans un mot. Le silence a duré longtemps. Puis, d'une voix brisée, elle a murmuré. Il m'a trahi. Non. Il t'a aimé. Jusqu'au bout. Ses larmes ont enfin coulé, lentes, sincères, pour la première fois depuis des années. Ce soir-là, j'ai refermé la porte de sa chambre après l'avoir bordée. Elle dormait, apaisée. Dans la lumière tamisée, j'ai aperçu sur sa table de chevet la photo de Philippe, encadrée de bois clair. Je me suis assise un moment, à regarder ce visage qui m'avait tant manqué. J'ai compris alors que tout ce qu'il avait voulu, c'était la paix. Même si pour l'obtenir, il avait fallu d'abord brûler nos illusions. Je suis sortie sur la terrasse, le vent froid me caressait le visage. Et là, pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Pas du soulagement. Pas encore. Mais une forme de clarté. Je savais que la réconciliation ne viendrait pas tout de suite. Mais elle viendrait. Les semaines qui ont suivi furent étranges. La maison, autrefois si bruyante, vivait dans une sorte de silence contenu. On se croisait sans parler longtemps, on échangeait des gestes plutôt que des phrases. Clémence restait la plupart du temps dans sa chambre, lisant, priant, ou simplement regardant par la fenêtre. Ses cheveux, qu'elle coiffait toujours avec soin, demeuraient impeccables, mais ses yeux avaient changé. Il n'y avait plus cette dureté glaciale. Il y avait une fatigue, une forme de lucidité nouvelle. Lucie venait souvent m'aider à la maison. Elle préparait les repas, m'accompagnait pour les papiers administratifs, et parfois, restait dormir. Marc, lui, avait pris ses distances. Il ne répondait plus aux appels. Peut-être avait-il besoin de temps pour comprendre. Peut-être de fierté aussi. Un matin, alors que je mettais la table pour le petit déjeuner, Clémence est apparue dans l'encadrement de la porte. « Jeanne » dit-elle d'une voix posée. Je me suis retournée, surprise par la douceur de son ton. « Oui ?» Elle hésita, puis ajouta. « J'aimerais qu'on parle. » Je lui ai désigné une chaise. Elle s'est assise lentement, prenant le temps d'ajuster le pli de sa jupe, comme pour garder un reste de dignité. « J'ai repensé à beaucoup de choses, fit-elle. À Philippe, à nos disputes, à toi. Je ne disais rien. J'ai cru que tu m'avais volé mon fils, continua-t-elle. C'est ce que toutes les mères redoutent, je suppose. Mais j'ai compris qu'en vérité, c'est toi qui l'as gardé vivant si longtemps. » Ses mains tremblaient légèrement sur la tasse de café. Elle évitait mon regard. « Je ne t'ai jamais remercié, murmura-t-elle. Pas une seule fois. » Je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine. 30 ans d'humiliation, de silence, de piques déguisées et voilà qu'en quelques mots, elle les effaçait presque toutes. Philippe voulait la paix, dis-je doucement. Il ne voulait pas qu'on se déchire après lui. Je le sais, répondit-elle. Mais il a eu tort sur un point,
Je la fixai, étonnée. Lequel? Il croyait que j'étais incapable de t'aimer. Il se trompait. J'ai restai muette. La gorge nouée. Elle posa sa main sur la mienne, un geste lent, fragile, d'une sincérité désarmante. Je ne pus que lui répondre d'un sourire timide. Les jours suivants, nous avons trouvé un rythme. Elle sortait parfois dans le jardin, là où Philippe aimait tailler ses rosiers. Je la voyais, petite silhouette noire sous le grand ciel d'automne, s'appuyant sur sa canne, respirant l'air froid avec gravité. Un soir, je l'ai entendue fredonner, seule, une vieille chanson que Philippe adorait. Quand on n'a que l'amour? Je me suis arrêtée sur le seuil, émue. Je n'ai pas voulu interrompre ce moment. Un dimanche, alors que Lucie et moi préparions le déjeuner, un bruit de voiture s'est fait entendre dans l'allée. Je me suis approchée de la fenêtre. C'est Marc. Mon cœur s'est serré. Il est entré, tête baissée, l'air fatigué. Il ne disait rien. Lucie l'a serré dans ses bras sans un mot. Puis il s'est tourné vers moi. Maman. Je n'ai pas bougé. Il a continué, la voix hésitante. Je suis désolée. Pour tout. J'étais en colère. J'ai cru des choses. Mais j'ai lu les papiers, j'ai parlé au notaire. Papa avait tout prévu. Et j'ai compris. Il avait vieilli, en quelques semaines seulement. Ses yeux avaient perdu l'arrogance de la colère. Il m'a laissé une lettre aussi, ajouta-t-il. Une courte. Il a sorti un petit papier de sa poche, jauni par les jours. Marc, un homme ne se définit pas par ce qu'il hérite, mais par ce qu'il comprend. Prends soin de ta mère. Elle est plus forte que tu ne le crois. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Marc s'est avancé, maladroitement, puis m'a serré contre lui. Pardon, maman. Ce simple mot a tout balayé. Le chagrin, la rancune, la solitude. Je l'ai serré très fort, comme lorsqu'il était enfant et venait se réfugier contre moi après une bêtise. Clémence est apparue à ce moment-là, appuyée contre le chambranle de la porte. Voilà enfin mon petit-fils, dit-elle d'une voix tremblante mais sincère. Il s'est tourné vers elle, incertain. Elle a ouvert les bras. Ils se sont enlacés. Lentement. Longment. Ce fut le premier vrai silence heureux depuis la mort de Philippe. Les mois ont passé. L'hiver a couvert la maison d'un manteau de neige. Clémence a décliné doucement, sans drame. Elle s'est éteinte un matin de janvier, dans son sommeil, le visage paisible. Sur sa table de nuit, j'ai trouvé une lettre, pliée en deux, adressée à moi. Jeanne, tu as gagné ma confiance trop tard, mais tu l'as gagnée. Prends soin d'eux comme tu l'as fait de lui. Et dis à Philippe, là-haut, que je ne lui en veux plus. Je me suis assise sur son lit et j'ai pleuré longtemps. Pas de douleur. Pas même de tristesse pure. Des larmes de paix. Aujourd'hui, la maison de Saint-Rémy est calme. Lucie vient le week-end avec ses enfants. Marc m'appelle chaque dimanche matin. Parfois, on rit en évoquant leur père, ses manies, ses mots d'esprit, ses oublis charmants. Je passe mes après-midi à écrire. À raconter cette histoire, la nôtre. Pas pour me plaindre, non. Mais pour que mes petits-enfants sachent qu'une vie, même pleine de blessures, peut finir dans la lumière. Parfois, le soir, je m'assieds dans le fauteuil de Philippe, près de la cheminée. Le feu crépite, et j'ai presque l'impression qu'il est là, juste à côté, à m'écouter. Je lui parle à voix basse. Tu vois, mon amour, tout s'est arrangé. Tu avais raison. La vérité finit toujours par apaiser. Je ferme les yeux, et j'entends encore sa voix. Elle seule sait de quoi il s'agit. Oui. Je le savais. Il ne m'avait pas laissé seule pour souffrir, mais pour comprendre. Et comprendre, c'était la plus belle forme d'héritage. Je lève alors ma tasse de thé vers le vide, comme un toast discret à nos années partagées. Et je murmure. Merci, Philippe.